Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour celles et ceux qui étaient présents à la précédente conférence. Ravi de vous accueillir pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Nous proposons donc d'enchaîner avec notre prochaine table ronde autour des jumeaux numériques pour dérisquer, valider et réussir vos investissements. Alors peut-être c'est quelques mots. L'usage des jumeaux numériques se déploie à grande vitesse dans l'industrie et au-delà. Le jumeau numérique est une reproduction logicielle 3D exacte d'un objet, d'un process ou d'un système. L'exactitude de ce modèle permet de recueillir les mêmes informations qu'une mise en situation réelle, de la contextualiser, de la spatialiser tout au long du cycle de vie de l'ingénierie à l'exploitation. Donc vous allez découvrir comment faire usage justement de cet outil innovant au travers notamment de nos intervenants qui sont, je pense que le mot n'est pas très fort, dire que vous êtes des experts tous les quatre des jumeaux numériques. Donc je vais commencer par vous présenter en commençant par la personne tout de suite à ma gauche, Denis Goodsticker. Bonjour, vous représentez Siemens Digital Industry Software, vous êtes accélérateur portfolio business development executive. Donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Siemens Digital Industry Software est une entreprise spécialisée sur le marché des logiciels 3D et des solutions PLM, donc une solution de gestion du cycle de vie des produits. Et votre métier, en quelque sorte, Denis, c'est de mettre la digitalisation au service de l'industrie. Bonjour, merci d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Ferrara, responsable activités et solutions jumeaux numériques domaine rail du groupe Aegis. Donc je pense que vous connaissez le groupe Aegis, notamment comme étant une entreprise d'ingénierie française dans le secteur de l'aménagement. Entre autres, je vais être large en disant ça. Et en ce qui vous concerne, Nicolas, vous vous occupez surtout du domaine des transports publics. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment on peut appliquer les jumeaux numériques dans ce domaine. À vos côtés, Nicolas Couder, vous êtes directeur général de Codit, société d'informatique qui fournit des services de conseil, d'intégration spécialisée en IoT. Et à vos côtés, Blaise Sola, directeur des méthodes chez Artelia, entreprise de services en ingénierie allant de l'expertise à la livraison de projets complexes. Et pour votre part, vous avez en charge tout ce qui est le développement des smart buildings. Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous. Alors je le précise, ceux qui étaient là avant le sauront, on va changer de diapositive. C'est important pour nous que vous puissiez interagir avec nos intervenants. Alors je vais vous inviter, pour celles et ceux qui sont habitués à l'exercice, à scanner ce QR code. Vous allez tomber sur un outil numérique, SIDO oblige, qui se nomme Slido. Qui vous permettra de poser des questions en direct et moi j'aurai accès sur ma tablette, sachant que je précise, si toutefois certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, parce que ça existe, ou qui ne veulent simplement pas les utiliser, on vous apportera le micro dans la salle à la toute fin, on se donnera 5-10 minutes de questions pour que vous puissiez interagir directement. Voilà, du coup, ce que je vous propose, messieurs, moi j'aime bien commencer par définir de quoi est-ce que l'on parle. Alors Nicolas Couder, on va commencer avec vous. C'est quoi un jumeau numérique? De quoi est-ce qu'on parle? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. La définition, elle est assez large parce que ce qu'on a échangé en amont de cette table ronde, c'est que déjà le jumeau numérique n'est pas nouveau dans le milieu industriel, mais dans d'autres secteurs, il est beaucoup plus. Et quand on parle de jumeaux numériques, de digital twin en anglais, on parle souvent de la modélisation du monde réel dans le monde virtuel. Et donc c'est la représentation des systèmes souvent assez complexes, parce que s'il n'y a pas de complexité, à quoi bon mettre autant de digital en face du monde réel, à la fois pour le monitorer, pour capter l'information, pour historiser cette information dans le temps, mais aussi pour la représenter et pour pouvoir prendre des décisions, parce que c'est pas tout digitaliser nos industries, il faut que ça ait un sens et que c'est un ROI en tout cas pour nos clients. Donc voilà un petit peu la définition que j'en donne. Elle peut être dans plein de secteurs, que ce soit dans le monde industriel, que ce soit dans le monde du transport, que ce soit dans le monde du bâtiment, mais on le trouve aussi, je l'expliquais tout justement avant, dans le milieu du médical. Alors je ne veux pas parler et lancer un sujet qui n'est pas le nôtre parce qu'on va rester focus sur l'industrie, mais il y a aussi la capacité aujourd'hui d'utiliser une sorte de forme de jumeau digital du monde vivant pour pouvoir customiser par exemple des dispositifs médicaux. Et je sais qu'il y a quelques personnes dans la salle dont le sujet intéresse aussi, mais on pourra en reparler en aparté. Alors du coup Blaise, on va commencer sur l'usage des jumeaux numériques dans les smart buildings, dans le bâtiment. Comment ça marche concrètement pour qu'on comprenne un jumeau numérique dans un smart building? Alors comment ça marche? Il faut créer un lien entre le physique et le numérique au sens
application. Pour créer ce lien, il faut créer en fait des passerelles. Ces passerelles, dans le monde informatique, ça s'appelle les middleware, mais dans le monde qui est celui qu'on essaie de pousser désormais, ça s'appelle des Building Operating Systems pour le bâtiment. Donc c'est évidemment des logiciels. Ces logiciels sont capables de traduire, si je puis dire, les données qui viennent du monde des automates, de les rassembler, de les contextualiser, de manière à ce qu'on puisse les utiliser pour différentes applications. Ces applications vont être soit des applications de data management ou des applications qui vont tout simplement exploiter, utiliser les données qui viennent du terrain. Donc si je donne un exemple bête et méchant, par exemple, je peux savoir en temps réel le taux d'occupation de mon building, par exemple, pour pouvoir en gérer la lumière, le chauffage, par exemple, ou le turnover, on va dire, des parkings, ce genre de choses. Concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Pas que, mais c'est ça. En fait. C'est ça, et je peux même donner un exemple peut-être encore plus parlant. Dans l'idée, c'est si effectivement mon bureau n'est pas occupé ou certaines salles de mon immeuble ne sont pas occupées, l'idée potentiellement c'est d'éteindre complètement les salles, c'est-à-dire plus d'arrivée d'électricité, plus d'arrivée d'air, plus de portes qui s'ouvrent, qui se ferment, il y a juste un zéro d'énergie, et ça peut permettre typiquement de répondre à des problématiques d'économie d'énergie. On va Yves dire, bon, parfait. Du coup, on va transposer pour bien qu'on comprenne. Nicolas donc, Ferrat, je propose avec vous. On a compris ce que c'était qu'un jumeau numérique, on voit l'usage d'un smart building, mais dans le domaine du transport, comment vous en servez du jumeau numérique, transport public? Oui, alors, dans le domaine du transport, il n'y a aujourd'hui pas de cas, on va dire, semblable à celui que décrivait Blaise. Par contre, l'ensemble des acteurs de la construction commencent à s'en emparer parce que finalement, ça devient un bel outil pour pouvoir mieux travailler ensemble, pour trouver des compromis entre, par exemple, la sécurité, les coûts, l'empreinte environnementale. Et ça permet donc de mettre tout le monde d'accord, en particulier ceux qui ne sont pas des experts, puisque la puissance de la 3D est telle que c'est très facile de se projeter et de se rendre compte des proportions et d'entrevoir comment va tourner l'ouvrage. Et en phase d'exploitation-maintenance, on pense parce que c'est en train de se construire, on pense que les mainteneurs en particulier pourraient finalement transposer cette pratique vertueuse-là en préparant leurs interventions, en définissant avec un peu plus de finesse les outillages, les accès, les conditions de sécurité, etc., à partir de visites virtuelles. Puis il y a aussi l'aspect formation. Ça, par contre, c'est réel. On arrive à former les gens grâce à la réalité virtuelle. On arrive à former des opérateurs à des pratiques un peu plus délicates et comme ça se prémunir de scénarios dangereux, quoi. Alors c'est intéressant ce que Nicolas Couder, vous disiez que ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, même si on découvre ça dans les smart buildings et dans le domaine du transport public. Et Denis, justement, c'est notamment dans le milieu industriel que le 4.0, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, n'est pas du tout nouvelle. Et expliquez-nous justement quoi et comment ça marche dans le process industriel. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, le jumeau numérique n'est pas nouveau dans le sens qu'on modélise depuis très longtemps les usines et les produits qu'on va produire dans les usines. Ça fait 40 ans qu'on fait ça. La différence aujourd'hui, c'est pourquoi on appelle ça un jumeau numérique aujourd'hui, c'est que tout simplement on a le jumeau physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies de l'industrie 4.0 nous permettent de transposer ce modèle numérique qui nous a permis de concevoir, donc qui était dans une phase d'ingénierie, au fonctionnement des usines et les optimiser. Donc aujourd'hui, les technologies d'IoT, les technologies de Edge, les technologies de réseau industriel permettent de connecter le jumeau numérique à l'asset physique. Et donc non seulement de optimiser l'asset physique avant même de l'avoir sorti de terre, mais aussi effectivement conserver cette capacité de l'optimiser tout au long de son cycle de vie. Alors, je vais vous prendre un exemple parce que le jumeau numérique qui s'est développé, et j'aime bien les exemples réels, le jumeau numérique, on a souvent essayé ces 10 dernières années de le développer dans les domaines justement des infrastructures avec des technologies type nuage de points, c'est-à-dire du brownfield, c'est-à-dire des immeubles ou des bâtiments qui existaient. Et c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps parce que trouver les axes de valeur compte tenu du coût associé, ça prend pas mal de temps. Par contre, dans le domaine du greenfield, c'est-à-dire partir d'un modèle numérique, dans notre décade, on ne conçoit plus un produit, une usine ou un bâtiment ou une infrastructure non numérique, effectivement, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable très vite. Donc, je peux vous donner un exemple. En France, on a des projets de gigafactory dans le monde de la batterie. Aujourd'hui, vous connaissez le projet des groupes Total et Stellantis, qui s'appelle ACC. On a effectivement équipé de jumeaux numériques bien avant la conception et la réalisation de l'usine qui est en train de sortir de terre,
d'un jumeau numérique qui a permis de prévoir et de mettre en place le cahier des charges, d'optimiser les équipements avant de passer la moindre commande et de pouvoir challenger les fournisseurs bien avant qu'on soit à la construction de l'usine. Et ce jumeau numérique va être exploité après, tout au long de la vie de l'usine, pour continuer à l'optimiser et la faire réagir, qu'elle devienne agile. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, dans l'industrie, on doit être agile puisqu'on n'est plus capable de prévoir exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors j'ai déjà une question sur l'outil, je vous en remercie, n'hésitez pas à en abuser. Alors je pense que ça se destine plus à vous, Blaise. Est-ce que le jumeau numérique doit être absolument lié à un modèle 3D? Et si oui, quel lien avec la démarche BIM dans le secteur du bâtiment? Mais je pense que vous pourrez répondre, messieurs Blaise. Alors oui, c'est une nécessité absolue dans la mesure où pour identifier les objets les uns par rapport aux autres, il faut pouvoir les positionner et les positionner dans un référentiel de 3D. Les positionner dans un référentiel 3D, ça leur permet d'avoir une position unique, un identifiant unique, et c'est pour ça que effectivement le jumeau va remonter des données précises d'un objet. C'est aussi simple que ça. Super. Alors du coup, pour rentrer un peu justement, maintenant qu'on a bien posé le contexte, on peut faire de l'optimisation de coûts, d'énergie, de matériaux, on peut faire de la maintenance prédictive. J'ai envie de dire, je vais faire ça avec mon regard un peu naïf, c'est super les jumeaux numériques, parce que ça permet beaucoup de choses et c'est en plein dans les problématiques actuelles de la société. Pour autant, je sais qu'il existe des freins. Nicolas Coudert, par exemple, quels sont les freins dont les clients avec qui vous travaillez, que vous identifiez par rapport aux jumeaux numériques? Ouais, c'est une bonne question. Les freins, souvent, ils sont plus culturels que vraiment technologiques. On n'a pas de frein technologique aujourd'hui à mettre en place une solution de jumeau digital pour quelque industrie que ce soit. Il y a besoin d'une maturité de l'industrie en question pour être certain que le ROI sera là. Effectivement, entre le greenfield et le brownfield, Denis l'a très bien expliqué. Ça peut même aujourd'hui avoir des effets d'accélération. La question qui a été portée sur la 3D, nous, on intègre des logiciels, on fait en sorte que ces logiciels cohabitent entre eux pour aller trouver l'information et faire cohabiter cette information de différents systèmes, parce que toutes les entreprises ont plus d'un logiciel dans leur IT et pas un seul. Mais la capacité, c'est ce que tu disais très bien, Nicolas, la capacité à faire parler les mondes de l'entreprise dans les différents métiers, c'est ce qu'apporte à la fois la 3D, c'est ce qu'apporte à la fois le jumeau digital. Mais il y a encore un plus qu'on sous-estime souvent, c'est développer une application, ça prend du temps. Il y a plus de 70% des fonctionnalités que vous avez tous les jours dans vos logiciels qui ne sont pas utilisées. Elles ont été mises par l'éditeur, mais elles ne sont pas utilisées par l'utilisateur final. Alors qu'avec le jumeau digital et sa représentation 3D, on peut aller plus vite dans la conception, le design d'un logiciel pour que justement l'information parle à tout le monde et qu'il n'y ait pas de débat sur l'information qui est collectée. Parce que très souvent, les projets, ils prennent du temps à se mettre en place parce qu'il faut coordonner les différents services d'une entreprise. Souvent, c'est ça le plus difficile. Trouver le bon business model, c'est le sujet qui arrive derrière. Mais le premier, c'est ça, c'est faire parler les mondes entre eux. Et le jumeau digital, que ce soit dans le milieu de la santé, que ce soit dans le milieu du bâtiment ou de l'industrie, c'est désiloter la donnée. Et le jumeau digital est le meilleur exemple pour arriver à désiloter. Et c'est là où on trouve du temps à se concentrer sur les problématiques métiers représentées par le même jumeau, donc il n'y a plus de débat sur la donnée collectée, et trouver les cas d'usage beaucoup plus rapidement que le développement traditionnel d'un logiciel qui se concentre pour 80% sur l'IHM, l'interface utilisateur, avec le logiciel traditionnel. Et sur le jumeau digital, on efface ça et on se concentre vraiment sur le métier. Donc il n'y a pas de frein technologique, il y a des freins culturels, il y a des freins qui sont récurrents. C'est la donnée qui est produite dans une industrie, on veut la voir, la maintenir et faire en sorte qu'elle soit notre or noir et notre possession et la garder. Mais c'est aux frontières de chacun des métiers qu'il y a de la valeur. Et c'est à ces frontières-là où le jumeau digital, tout en conservant la propriété de ces données, apporter des cas d'usage et de la valeur au-dessus. Nicolas Ferrat, je voulais que vous... Oui, non, mais je voulais compléter ce que disait Nicolas. Le jumeau, finalement, c'est juste c'est quelque part le véhicule idéal pour traiter un problème d'organisation, en fait. Qu'on doit collaborer, que les silos ne doivent plus être en silos et que par exemple, pour parler de ce que je connais, un ingénieur moyen, il passe 20 à 30% de son activité à chercher de l'information, dont il a besoin pour faire son travail, pour faire son métier, quoi. Donc avant même de commencer à proposer des solutions, il y a déjà ce temps-là qui est consacré et le jumeau va peut-être pas transformer les 30% en 3%, mais
mais presque. Et donc ça veut dire que ça va rebattre un peu les cartes parce que tout à chacun ne fera plus exactement le même travail. Et c'est ce qu'on constate à travers par exemple, l'apparition du BIM depuis 10 ans dans le monde de la construction, c'est que ça fait que les professions et la valeur ajoutée de chacun est un peu questionnée entre l'architecte, l'ingénieur, le constructeur. Et donc c'est ça en fait ce qui est en train de se passer. C'est pas une question technologique, ça c'est clair. C'est juste qu'on doit changer un peu notre positionnement et surtout beaucoup notre place, notre action dans le dispositif de construire ou d'exploiter. Du coup, et Denis, parce que pareil qu'on avait préparé cette table ronde, vous avez souhaité qu'on insiste particulièrement sur le frein financier. Pourquoi est-ce que justement l'enjeu financier est un enjeu prioritaire? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme le disent mes confrères, les technologies sont là. Et les freins sont les personnes, c'est-à-dire la non-envie de collaborer, et les process. Et aujourd'hui, donc, ça veut dire que ces technologies géomoniques sont disponibles et accessibles pour toute entreprise. Alors les grandes entreprises sont capables de se payer ce type de technologie. Les petites entreprises, d'une part, elles ont du mal à trouver les personnes à recruter pour les associer, et puis d'autre part, elles ont besoin de financement. Et aujourd'hui, par exemple, une start-up qui démarre dans n'importe quel domaine nouveau se digitalise par définition. Sinon, elle ne trouvera pas d'investisseurs, elle ne trouvera pas de financement. Mais d'un autre côté, il faut qu'elle soit capable de s'investir. Donc le rôle de la BPE, le rôle des plans Industrie 4.0 sont fondamentales pour le développement de ces technologies. Alors j'ai juste une question, je fais un peu machine arrière, mais je trouvais ça intéressant. Sur le lien entre jumeaux numériques et jumeaux physiques, la question c'est est-ce que commencer par le jumeau numérique garantit que le jumeau physique qui sortira, par exemple dans le domaine industriel, respectera vraiment les caractéristiques du modèle? Il n'y a pas une dissonance entre les deux, une adaptation à faire, c'est vraiment deux jumeaux. Le terme jumeau n'est pas exagéré. Ah oui, bien sûr. Ouais, de toute façon, le jumeau numérique aujourd'hui, il est prévu pour être, comme je le disais tout à l'heure, donc plutôt à grosse valeur ajoutée dans les projets Greenfield, c'est-à-dire avant le physique. Et donc, quand on va faire le physique, le jumeau numérique va permettre de définir le cahier des charges de ce qu'on va réaliser, de définir le niveau de performance attendu, et donc on va récupérer ce niveau de performance. Après, on a toujours des contraintes, là encore, l'humain est le maillon faible. Et donc, on a toujours effectivement des problématiques. Dans les chantiers de construction, on sait très bien que les constructions qui arrivent à l'heure, même si on a du BIM aujourd'hui, c'est pas encore ça. Parce que tout simplement, on a des problèmes de stock, on a des problèmes d'alimentation, on a des problèmes de tout un ensemble d'autres éléments qui ne rentrent pas dans le jumeau numérique. Donc, il va garantir la performance de l'objet fini. Il va en aucun cas garantir que le projet va se dérouler correctement si on n'a pas rajouté dans le jumeau numérique, d'ailleurs, la gestion de projet. Parce que le jumeau numérique aussi peut inclure des fonctionnalités, des diagrammes d'activité, des capacités de mettre en œuvre une gestion de projet. Mais si on a juste fait la représentation 3D de son modèle, on aura une belle photo de son futur modèle, mais le fait qu'on va le sortir de terre en temps et en heure et dans le délai, ça restera en dehors du jumeau numérique. Donc c'est pas seulement une image, c'est bien effectivement des processus qu'on va mettre en œuvre et qui vont être supportés par ce jumeau numérique. D'accord, je vois. Alors Blaise, vous avez une question. Alors c'est vrai que dans les freins qui ont été mis en avant, donc le frein culturel, le frein financier, il y a aussi là beaucoup la question des données forcément, parce que c'est lié à la question des jumeaux numériques. Est-ce que justement, ma première question, et puis il y a une question aussi en lien avec ça, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une réticence aussi dans les freins identifiés quand vous êtes vous dans les smart buildings, le fait que moi je n'ai pas forcément envie de savoir que mon patron puisse identifier que mon bureau qui est à mon nom, il a été allumé ou utilisé de telle heure à telle heure. Est-ce que aussi la souveraineté des données n'est pas un frein? Vous constatez, vous, dans votre métier? Alors oui, en tant qu'occupant de l'espace, mais le problème se pose même encore au-dessus, c'est-à-dire entre l'investisseur, le promoteur, celui qui va prendre effectivement en location un immeuble de bureau par exemple. Ce sont différents acteurs, il y a le property, il y a toute une chaîne de valeur aujourd'hui qui peut être intéressé par ces données, sauf que c'est là où vraiment on rencontre un réel frein de diffusion de ce type de technologie, c'est qui va payer. Un système qui, en plus de ça, va être amené à suivre la vie du bâtiment, à se bonifier avec le temps, puisqu'il va prendre en compte tout le vécu de ce bâtiment-là. Donc, qui, en fait, a intérêt à acheter, qui a intérêt à maintenir, qui a intérêt à faire évoluer ce système-là, et qui peut l'utiliser. Donc, au-delà des données du salarié qui est dans tel bureau et qui ne veut pas qu'on le voit dormir, il y a aussi qui va vraiment profiter de tout ça. D'accord. Et alors du coup, la question qui a été posée, c'est justement sur le traitement des données.
les données et attributs caractérisant le jumeau sont-ils bruts ou faut-il les traiter pour faire ressortir des informations métiers? Et du coup, est-ce que ce traitement, comment est-ce que ça se passe? Donc Nicolas Couder, je pense que vous pouvez répondre. Oui, on peut répondre sur ce. C'est une bonne question. Pour que les métiers puissent s'en servir, il faut que la donnée brute puisse être travaillée pour qu'elle réponde à des cas d'usage. Donc, si on la laisse brute dans le jumeau digital, elle a peu de chances d'être utilisée derrière. Après, il y a des acteurs qui préfèrent aussi conserver cette donnée brute parce qu'aujourd'hui, l'exploitation est entre guillemets sur quelques cas d'usage et pouvoir bénéficier de cette exploitation de données future sur d'autres cas d'usage qui vont arriver au cycle de vie d'exploitation. Et souvent, ce qu'on oublie dans le phénomène, c'est qu'on a la phase de conception, on a la phase de production, on a la phase d'exploitation, mais on a aussi la phase de repente ou de rétrofit, quel que soit le modèle ou l'industrie ciblée. Et c'est là où, pour moi, il y a encore plus de valeur, parce que si on a historisé toute cette valeur, enfin ces actes de maintenance, ces usages qui ont été réalisés, derrière, la valeur qui est du produit ancien a beaucoup plus de valeur avec toute son historique. Donc, revendre le jumeau digital en B2B d'un asset industriel qui a vécu pendant 25 ans, mais qui a fait tous ces actes de maintenance en temps et en heure, a beaucoup plus de valeur que celui qui ne l'a pas. On le voit aujourd'hui dans l'industrie, sur nos véhicules. Aujourd'hui, ces actes de maintenance, ils sont quasiment clés quand on revend un véhicule d'occasion. Dans le milieu du B2B, c'est la même chose. Donc souvent, on a tendance à oublier le long terme, parce qu'on cherche des projets avec un ROI court terme, mais l'enjeu de ça, au-delà de la vertu que peut apporter le jumeau digital, il faut penser aussi revente, il faut rétrofit ou continuité d'exploitation. Un asset industriel qui dure plus longtemps a plus de valeur qu'un asset qui est, et on en parle tous les jours dans la presse, jetable. Donc voilà, cette valeur, elle a aussi une valeur beaucoup plus importante que ce qu'on voit aujourd'hui, parce que l'exploitation, je pense, dans le milieu industriel, c'est exactement ça. C'est comme on a un asset industriel de production qui va durer encore plus longtemps, qu'on va pouvoir maintenir et pas attendre qu'il soit en déclin et pouvoir interagir avec ça. Donc la boucle de retour, elle est clé. Nicolas, et puis je crois que Denis aussi voulait réagir. Oui, non, par rapport au domaine des transports, typiquement, où on est, je dirais, un peu moins avancé que dans le domaine du bâtiment, mais c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que le jumeau d'une infrastructure de transport, c'est finalement en soi un nouvel asset, c'est un nouvel actif qu'il va falloir chérir, parce que effectivement, pour un maître d'ouvrage ou un gestionnaire de patrimoine, donc déjà ça va être un peu la boîte noire de son infrastructure pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et puis, vous savez, les infrastructures, elles appartiennent à des autorités, mais elles sont souvent exploitées par des partenaires privés, quoi. Donc, même pour organiser les remises en concurrence de ces acteurs privés, avoir comme base de connaissances un jumeau, ça permet de faire prendre conscience de l'état de l'actif. Ça permet aussi de favoriser davantage la concurrence, de stimuler l'innovation, parce que quand on a vraiment compris de quoi était fait l'asset, on va pouvoir proposer des choses qui vont aller dans le sens de l'efficience, dans le sens aussi du développement durable. Et ça va quand même plus vite que quand on lit vaguement des plans et des documents qui ne montrent vraiment pas grand-chose, quoi. Donc c'est vraiment crucial. C'est pas dans le but forcément de revendre, évidemment, l'actif, quoi. C'est pas la même logique que pour de l'immobilier. Par contre, pour l'usager final, il y a quand même un bénéfice incroyable. Indirect peut-être, mais en tout cas très important. Denis ? Oui, je voulais peut-être revenir sur la question qui était les données brutes, est-ce qu'on les utilise telles quelles ? Non, effectivement, alors d'abord, ne pas se tromper, les données, elles viennent du jumeau physique. Donc elles viennent du physique. On récupère des données du physique sur le comportement et le positionnement du physique. Ces données qu'on récupère viennent par des capteurs. Sont des données brutes, effectivement. Ça peut être des températures, ça peut être des montées en pression, ça peut être des éclairages, comme on l'a dit tout à l'heure, des extinctions, etc. Donc effectivement, on va traiter un certain nombre de ces données directement. On prend l'exemple de la température d'une pièce. Oui, on a la température d'une pièce qui augmente. On va diminuer le thermostat. Ça, c'est des choses toutes bêtes. Par contre, derrière, dans un asset industriel, ce que l'on va récupérer, c'est des comportements de machines qui vont être définis par des millions de données brutes. On va remonter énormément de données, donc soit sur un serveur dans une usine, soit sur le cloud, à travers effectivement les technologies IoT. Et après, ces données, il faut les analyser à travers des algorithmes qui vont permettre de définir les comportements et de les comparer avec le jumeau numérique. Un exemple tout simple, c'est une machine rotative. Une machine rotative, elle a une température de fonctionnement et elle a un bruit. Elle a donc des fréquences propres qui sont définies. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, on monte des données où on voit que la température augmente ou que le bruit a changé.
Là, effectivement, on va regarder des modèles et on va se dire, il y a peut-être une intervention de maintenance à prévoir. Voilà, c'est ça le traitement, effectivement, et l'intérêt du jumeau numérique, c'est de pouvoir comparer en permanence un modèle virtuel qui est optimum au modèle réel, à l'usage réel. Et c'est là où on va retrouver les scénarios de maintenance préventive, les scénarios de gestion de l'énergie, de consommation, etc. Blaise ? Et je voudrais aussi ajouter un point, c'est que le jumeau numérique gère évidemment le temps réel, gère les données archivées, mais gère aussi quelque chose qui est de plus en plus important, en tout cas dans le monde de la construction, c'est comment je peux bonifier en fait les futures conceptions. C'est-à-dire en clair, je me base sur tous mes retours d'expérience et en fonction des objectifs de performance que je souhaite mon client, là je peux lui apporter une réponse qui sera vraiment adaptée et de plus en plus adaptée. Alors c'est ça qui est intéressant parce que par rapport à la construction, c'est que l'industriel, ça fait très longtemps que quand on fait des usines, on essaye de faire les mêmes 2 fois, 3 fois. Dans la construction, quand j'ai commencé à travailler avec des gens de la construction pour parler de BIM, de jumeau numérique, ils m'ont expliqué non mais ça ne sert à rien puisque chaque bâtiment est différent. Alors j'ai un peu de mal à comprendre, chaque bâtiment est différent. Et effectivement, les processus, et là on est dans les processus, dans la construction, on fait des choses différentes à chaque fois. Et là, effectivement, les technologies du jumeau numérique amènent une nécessité de se poser la question de la modularité et de la capacité de standardiser des choses, et donc de changer complètement le paradigme de ce type de métier. On ne va plus du tout être dans les mêmes coûts, on ne va plus du tout être dans les mêmes délais. Et c'est là où, effectivement, le jumeau numérique est le vecteur majeur de la transformation industrielle de l'ensemble des métiers dont on parle. La gestion de l'infrastructure, typiquement, aujourd'hui, là aussi, c'est pareil. On va se retrouver dans des logiques de maintenance et de systèmes de prévention et de disponibilité qui n'ont rien à voir. Vous connaissez tous l'état du parc nucléaire français en ce moment. Quand il aura un jumeau numérique optimum, je pense qu'on aura certainement, on va gagner quelques points de disponibilité. Alors du coup, on a compris sur le traitement des données brutes, mais aussi sur la question de la véracité des données. Et Nicolas Couder, quelqu'un nous pose la question, les jumeaux numériques peuvent-ils prendre en compte les externalités, le contexte, le grain de poussière? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut prévoir des données erronées? Est-ce que c'est pris en compte? Il y a une marge d'erreur? Oui, effectivement, il y a la notion que, si on prend le cas de l'exemple du moteur avec l'élévation de température, ça peut être un cas réel, ça peut être un faux positif, c'est-à-dire que le capteur de température amène un défaut. Mais dans les 2 cas, il y a une intervention à réaliser, que ce soit sur le moteur ou sur le capteur, en tout cas, il y a une action à réaliser. Donc oui, on peut avoir des faux positifs, on peut en débrayer sur des sujets d'intelligence artificielle avec des erreurs dans les algorithmes, ce genre de choses, parce que c'est le cas de l'apprentissage de la machine par les données. Donc c'est forcément indirectement ou intrinsèquement lié. Donc oui, ça peut arriver. Effectivement, si on prend tout le cheminement, si on prend la phase de conception sur le modèle, la mise en production et effectivement une dérive, la dérive peut venir d'un problème de conception, peut venir d'un dérive d'un capteur qui donne une information. Donc le métier a besoin de ne pas prendre les données comme telles, mais elles sont quand même beaucoup moins challengées que quand on a différentes applications qui donnent des indications au métier totalement différentes. Et donc du coup, là, ce n'est pas les données qui sont mises en compte, c'est l'analyse de ces données faite par les logiciels qui sont remises en cause. Donc d'avoir cette granularité, de pouvoir descendre dans un système complexe jusqu'au système le plus simple, permet justement d'avoir un diagnostic très fin et de se concentrer sur la panne, sur le phénomène. Je peux prendre un exemple. Il y a un exemple qui a existé pendant très longtemps dans la transformation du lait. On a toutes les mêmes usines qui produisent des yaourts. Et pour autant, on jette des tonnes et des tonnes de lait parce que le process ne fonctionne pas. Et savoir d'où vient le problème. Le problème, il ne venait pas du système industriel. Il venait d'une personne qui avait l'interdiction de fumer dans le bâtiment et qui laissait une ouverture de porte à l'arrière du bâtiment pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Mais s'il n'y a pas le sensor sur la porte, on ne peut pas détecter ce problème. Ce n'est pas lié à la personne, c'est juste dans un environnement différent. Un pays, on autorisera peut-être de fumer dans un local, dans d'autres non. Et donc, du coup, on a ce type de scénarios qui peuvent arriver. Donc, on peut intégrer le facteur humain, quelqu'un demande, qui est parfois imprévisible, ou des facteurs imprévisibles dans les modélisations. Blaise, vous dites oui? Bah oui, évidemment. Ouais. Ça répond à la question. Super. Bon, il y a d'autres questions et puis on vous donnera la parole juste après. Mais peut-être, c'est vrai qu'on parle beaucoup donc, des freins qui ont été identifiés. Et j'ai presque envie de dire, mais quels sont les leviers justement pour dépasser ces freins? Parce que j'imagine que c'est un peu vos métiers que vous convaincre vos clients et vos partenaires. Et est-ce que par exemple, quelqu'un demande, là, est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'un cas d'usage d'un jumeau numérique qui a créé une forte valeur ajoutée?
Voilà, 2 questions en une, mais je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas Ferrara, Nicolas Coder. Oui, moi je peux prendre un cas d'exemple. Pour moi, la meilleure transformation qui amène le plus de valeur, c'est quand on a un client qui a mis en place une solution avec un jumeau digital et qui prend conscience que cette valeur va lui permettre de transformer son business model. Si je prends vraiment on a des cas d'usage qui sont au démarrage, plutôt des cas d'usage dans le sens, je mets en place une solution avec un jumeau digital pour apprendre de mes données. Si on prend la consommation énergétique, qui est un enjeu fort sur l'énergie en ce moment, on a besoin de piloter cette information, il nous faut acquérir cette donnée. La deuxième phase, c'est comment je vais optimiser mon système, que ce soit d'utilisation ou de production d'énergie, peu importe. Puis je vais aller sur des scénarios de maintenance prédictive. Mais une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai réussi à le modéliser, c'est quelle valeur je peux en tirer, mais de façon tangible, avec des revenus additionnels que je n'avais pas auparavant. On a vécu dernièrement une crise, à la fois Covid, crise économique, problème de l'énergie en ce moment. Nous, on a des clients qui ont dû s'arrêter de produire parce qu'ils n'avaient plus de matières premières. Donc il fallait continuer une activité en se disant je ne vais plus pouvoir produire en l'occurrence c'était des véhicules, mais grâce au jumeau digital, je peux faire mon rétrofit, je peux augmenter la durée de vie et continuer mon activité. Voilà. Donc c'est ce genre de choses. Pour moi, le projet qui est le plus emblématique chez nous, c'est on a fait toutes ces étapes, ça a pris du temps, mais on dessine aujourd'hui des revenus additionnels grâce au jumeau digital qui permet de faire des revenus. Donc on transforme leur business model. Ça ne veut pas dire que toute l'activité est transformée, mais ces nouveaux streams de revenus sont arrivés grâce à ça. Nicolas ? Oui, je vais reprononcer le même gros mot que tout à l'heure. Enfin, c'est finalement mettre en place un jumeau, c'est un projet de conduite de changement. On doit accompagner des gens à travailler différemment. Et le levier, c'est les gens en fait. C'est-à-dire qu'il faut chercher les personnes, parce qu'il y en a forcément dans toutes les organisations qui ont envie. Et puis, on a aussi un autre levier, c'est que le jumeau, il est extrêmement concret. Et comme Nicolas le disait tout à l'heure, les technos ont tellement avancé ces dernières années que maintenant, on y accède, on peut donner l'accès très facilement à une maquette hyper je dirais, sophistiquée sur une plateforme où il n'y a pas besoin d'installer le moindre logiciel et où il ne faut pas de compétences particulières. Alors, ça pose d'autres problèmes parce que du coup, il y a des experts qui pourraient se sentir un peu attaqués dans leur domaine. Mais finalement, toutes les barrières sont levées pour permettre aux gens d'avoir déjà une première expérience. Et le gros enjeu, c'est de ne pas louper cette première expérience pour avoir envie de continuer. Et puis voilà. Puis le troisième levier, c'est les facteurs d'urgence. Vous avez déjà tout dit avant. C'est l'urgence climatique, c'est les problèmes d'énergie, etc. C'est pas ça qui manque en fait. Donc il faut en prendre un et puis se dire on va essayer de le traiter avec les intéressés. Et ça peut justifier en soi un jumeau. Et à mon avis, sans même se poser la question du retour sur investissement, parce qu'il y a toujours un côté un peu intangible. Et quand des directeurs n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc c'est pas sur ces leviers-là qu'il faudra agir. C'est plus sur l'insondable, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui semble être l'évidence. Voilà. Mais ça, c'est mon avis, je le partage. Non, mais vous êtes là pour ça. Denis, je vous en prie. Alors, le premier levier, c'est avoir envie de se transformer. Je crois que c'est Blaise qui disait tout à l'heure, on va avoir des business models nouveaux. Alors, pour vous montrer un levier, je vais vous donner un exemple. Le premier levier, c'est effectivement la volonté de la direction et du management de vouloir transformer son business et d'aller chercher d'autres axes d'opportunités. Donc on a un bel exemple en région Rhône-Alpes, avec Lucie Andry, qui je crois devait parler ou parlera peut-être demain à une conférence. C'est le projet ASF, Automotive Shoes Factory en Ardèche, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a eu la chance d'avoir un chef d'entreprise d'une société qui s'appelle Chamatex là-bas, qui avait un brevet et qui avait une ambition. Et en travaillant avec lui et avec ses clients, c'est-à-dire en créant un écosystème client, finance, région et entrepreneur, on a aujourd'hui ramené et construit une usine, une micro-factory, je crois que j'aime bien le terme micro-factory, donc sur un projet qui est de 10 millions d'euros. On a construit une usine qui a permis de ramener en France la fabrication de chaussures de sport. Et aujourd'hui, cette usine est sortie de terre et elle produit des chaussures de sport tous les jours qui sont rentables, avec un business rentable. Et aujourd'hui, je suis ravi et fier de dire qu'on reproduit de la chaussure de sport en France, en Ardèche. Et vous trouverez sur Internet ce projet ASF 4.0, Automotive Shoes Factory. Vous aurez une belle présentation. Et là, on est vraiment parti d'un projet jumeau numérique, mais le jumeau numérique est associé à l'homme, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ce jumeau numérique a servi de support pour créer un écosystème et démontrer un concept et ensuite implémenter ce concept.
Donc les leviers sont là et l'exemple, il est là. Et quelque part aujourd'hui, je vous invite à suivre cette histoire d'ASF, pour les gens qui sont notamment en région, puisque c'est un très très bel exemple de relocalisation et d'ambition supportée par ces technologies digitales. Et il faut dire que le patron de Chamatech, il ne connaissait rien au digital. On a eu quelques longues journées et nuits ensemble pour discuter du concept à l'époque. Juste Blaise, tout à l'heure, vous aviez entrouvert effectivement le gain de performance énergétique, ce qui va pile dans la thématique sociétale du moment sur la sobriété. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec d'un côté ce que peut permettre un jumeau numérique, les gains énergétiques, etc. Et d'un autre côté, le fait d'avoir des capteurs, c'est des composants électroniques qui donc voilà, on exploite la Terre et pour les avoir. C'est aussi du stockage de données, donc c'est une forme de pollution. Est-ce qu'il y a l'équilibre penche actuellement plus d'un côté ou est-ce que c'est une vraie solution par rapport à la crise énergétique, crise climatique, jumeau numérique, une des solutions? C'est difficile de répondre précisément à cette question parce que en fait, c'est presque idéologique. Mais dans le principe, quand on est capable de faire en sorte que tout le patrimoine immobilier que peut avoir un propriétaire est piloté et monitoré correctement et remonte les bonnes données, il est évident que sur la globalité, ça devient intéressant. J'ai aucun chiffre précis pour vraiment prouver ce que je suis en train de dire, mais c'est une intuition profonde. C'est-à-dire que c'est évident qu'un capteur qui est basé sur du silicium va remonter un certain nombre de données. De plus en plus, on parle d'ailleurs de multicapteurs. Donc déjà d'une, ça veut dire qu'on remonte plus une, mais plusieurs données. Et qu'on utilise de plus en plus les algorithmes qui permettent d'utiliser des capteurs digitaux. C'est-à-dire qu'on va produire une donnée qui est en fait un agrégat de différentes informations. Donc on est capable aussi de faire de la frugalité sur les capteurs. Donc on a quand même des réponses un petit peu. Après, le cloud est en train aussi de trouver des solutions pour réduire aussi son empreinte carbone. Bon, globalement, c'est sûr qu'on va consommer de l'IT, mais pour le bien, globalement. Je voudrais juste, par rapport à tout ce qu'on disait là, nous, en fait, on a voulu... sur un projet de bâtiments existants, parce que ce n'est pas que sur des bâtiments neufs, en fait, que le jumeau numérique peut fonctionner, on s'est dit que si on préconise ce genre de solution, il fallait absolument qu'on se l'applique à nous-mêmes. Et il se trouve que le Covid a eu un impact très particulier sur le tertiaire en particulier. C'est que j'imagine que vous avez tous constaté que vos bureaux sont beaucoup moins occupés qu'avant. Ben, les nôtres, en fait, ils sont arrivés pratiquement à 30% d'occupation. Donc, mes managers se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, vraiment piloter, comprendre ce qui se passe déjà d'une, et piloter effectivement cet espace-là? Et est-ce que, le cas échéant, si on a trop de mètres carrés, être en capacité de sous-louer une partie? Et du coup, on a mis en place effectivement ce fameux jumeau numérique dans cette optique-là, et travailler aussi sur la qualité de l'air intérieur, parce que c'était aussi un enjeu, évidemment la consommation énergétique. Mais le premier sujet, le sujet numéro 1 pour mes managers, c'était est-ce qu'on est capable de sous-louer des mètres carrés? Et en fait, partant d'un bâtiment existant, le premier enjeu, c'est de numériser le bâtiment, parce qu'il n'était pas forcément numérisé celui-ci. Donc il faut faire ce travail-là, et puis après, voilà, remonter toute la filière. Nicolas, et puis après, je vous propose un tour dans la salle. Oui, moi, je voulais juste ajouter un commentaire. C'est un commentaire d'exploitation d'hôtels. Quand on parle des bâtiments, les hôtels en font partie. Et souvent, le constat, c'était de voir que la plupart des chambres d'hôtel ont toutes déjà des capteurs d'humidité, de température, d'occupation, mais que ces capteurs-là avaient été installés il y a pas mal de temps, mais n'étaient absolument pas connectés. Et en fait, je pense que dans le milieu industriel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moteur électrique qui n'a pas son sensor de température ou de vitesse de rotation, etc. Donc ces capteurs dans toutes les machines, ils existent déjà. Donc oui, on peut en rajouter pour avoir un environnement contextuel, mais on parle souvent d'un environnement contextuel dans le bâtiment dans lequel l'asset industriel est utilisé. Donc je ne pense pas qu'il y a vraiment une considération de dire on va en rajouter. Ça existe déjà. Déjà, si on prenait l'existant et qu'on le connectait, on aurait déjà un ROI assez impressionnant. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple dans les équipements industriels qui sont là depuis un certain nombre d'années. Les protocoles n'étaient pas prévus pour être connectés. Les usines elles-mêmes n'étaient pas conçues pour être ouvertes à l'extérieur et apportaient beaucoup de frilosité à ouvrir cette porte de Pandore à des enjeux de sécurité, aux recettes internes qui étaient utilisées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la technologie est mature. La capacité à reconnecter ce qui n'était pas prévu est facile à faire. Et c'est ça, en fait,
vulgairement, hein, on branche des tuyaux pour alimenter un jumeau digital. C'est ça, et c'est le temps de déploiement qui est des fois le plus contraignant. Et puis ce qu'on a dit, les aspects culturels, bien entendu, hein, mettre autour de la table les dirigeants pour qu'ils prennent conscience qu'il y a une opportunité forte, c'est le temps à passer, mais ça c'est le temps du quotidien et c'est avec plaisir qu'on le fait. Nicolas, j'ai vu votre regard qui souhaite réagir, mais je me suis engagé vis-à-vis du public. Est-ce que voilà, vos questions, réactions, j'ai encore des questions sur Slido, mais peut-être souhaitez-vous prendre la parole directement depuis la salle. Donc merci de lever la main bien haut. Alors oui, je vois une main tout au fond. Juste le temps qu'on vous amène le micro, parce que nous on a les projecteurs un peu dans les yeux. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez, mais peut-être vous présenter, savoir si vous êtes un industriel ou autre, comme ça, voilà, on sait à qui on s'adresse. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Ronan Leroy, je suis le président de start-up qui gère de la supply chain. C'est-à-dire que nous, en fait, notre métier, c'est de fiabiliser l'utilisation des emballages industriels réutilisables. Le sujet du jumeau numérique, pour nous, on le voit sous deux prismes. C'est-à-dire que là, on a parlé énormément de data. Mais nous, on a un problème qui est considérable, qui est sa représentation graphique. Ça veut dire comment on va convertir l'utilisateur final à intégrer ça et à interagir avec un système. Alors, soit il le consulte, soit il va interagir avec. Et la question que j'avais, c'est comment vous intégrez cette problématique-là? Qu'est-ce que vous voyez comme axe de travail? En fait, voilà, quoi. Comment vous travaillez ce sujet-là, quoi? Ouais, Denis après Nicolas. Non, Denis, allez-y. Très bonne question, hein, puisque effectivement le frein de l'utilisation du jumeau numérique, mais aussi l'avantage, c'est de traduire dans un langage universel pour des opérateurs la capacité de maîtriser les données. Alors aujourd'hui, on exploite les données 3D, on est capable d'apporter dans l'usine les données 3D pour des coûts, je dirais, dérisoires, aujourd'hui, sur une tablette, sur un smartphone ou sur un PC industriel, et construire des interfaces pour donner accès aux opérateurs. Mais surtout, on est capable d'apporter les modèles, c'est-à-dire... je vais prendre un exemple. Quand on fait un jumeau numérique pour optimiser une usine, ça, c'est un expert. C'est des logisticiens et c'est des experts qui conçoivent ces modèles. Mais quand derrière, on veut faire exploiter ces modèles pour pouvoir tous les jours prendre des décisions dans l'usine, il ne faut pas mettre les modèles qui ont été définis en face de l'opérateur. Il faut lui proposer une application. Et donc, on a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de proposer des applications simples, presse-bouton, qui va lui permettre de prendre des décisions en utilisant ce modèle 3D. Donc c'est vrai que le modèle 3D a amené beaucoup parce qu'il apporte un langage universel que tout opérateur convient, mais on va en faire un modèle 3D interactif. Et on va pouvoir le faire exploiter par l'opérateur à travers des données qu'il connaît. Donc on sait le faire aujourd'hui dans l'usine pour des coûts accessibles à n'importe quel PME. Nicolas Non, mais je n'ai rien à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, mais si ce n'est que interagir, la question elle est assez ouverte, donc moi j'avais besoin peut-être de précision sur la question pour être sûr de bien y répondre. Si j'ajoute un commentaire à ce qui vient d'être dit, c'est que, et je rejoins complètement le point de Denis, c'est que ces technos initialement elles étaient plutôt à destination des grands comptes et aux grandes entreprises. Aujourd'hui on a cette grosse différence qui est que l'accès à ces technologies sont possible à la fois pour des startups, à la fois pour des PME ou des ETI. Donc ça c'est un changement qui est majeur dans le secteur. Alors je vais faire une petite pub d'ailleurs, puisqu'on a en région Rhône-Alpes, si vous êtes en région Rhône-Alpes, vous avez l'initiative Campus du numérique de la région. Le campus est à Charbonnières-les-Bains, vous avez une industrie, un modèle d'industrie, et une usine modèle, et les technologies de jumeaux numériques qui sont en place dans l'usine. Et vous pouvez aller visiter cette usine, prendre rendez-vous avec les équipes, et derrière, effectivement, aller visiter, faire des audits, montrer, voire faire des POC ou des démonstrateurs directement associés pour vos besoins. Donc, n'hésitez pas. Nicolas. Je voulais aussi rajouter un exemple local. Dans le secteur de la construction, on part très très loin en matière d'utilisation de données numériques et de 3D. Il n'empêche que typiquement l'extension du métro B de Lyon, là, qui va jusqu'aux hôpitaux sud, qui va bientôt être finie, on l'a fait intégralement sur des maquettes BIM, mais surtout on a fait travailler l'ensemble des entreprises, y compris les plus petites et peut-être les moins convaincus d'entre elles au départ. Et typiquement, les interactions, alors je ne sais pas si c'est ça dont vous parliez tout à l'heure, mais typiquement, en tout cas pour nous, c'est rendre possible tous les échanges techniques autour de la construction, très concrètement, sur où est-ce que je vais installer mon passage de câble, est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer telle ou telle cloison. Et ça s'est fait intégralement à travers cette plateforme. Et
Et il y a eu plusieurs milliers de messages techniques qui ont été passés en l'espace d'1 an et demi. Et ça veut dire que c'est maintenant possible et disponible, même auprès de ceux dont on n'aurait pas pu penser que ça l'était. Donc ça répondra peut-être pas à votre problème dans votre champ d'application, mais c'est quand même super encourageant en tout cas. Bien, je vous propose, parce que malheureusement le temps passe vite quand on parle de sujets passionnants, une dernière question éventuellement depuis la salle, si vous le souhaitez. Voilà, monsieur, vous avez le privilège et l'honneur d'être le dernier. La dernière question de cette conférence. Philippe Thomas, j'interviens en conseil en maintenance et en amélioration énergétique. Vous parliez de précision d'un modèle numérique ou d'un jumeau numérique, mais bon, à un moment donné, il faut descendre au niveau des équipements et des machines. Comment vous voyez les constructeurs se positionner par rapport à ça? Parce qu'à un certain moment, il va falloir leur demander un peu de modèle comportemental au niveau de leurs machines. Et par expérience, je sais que c'est quelque chose qu'ils ne font pas naturellement. Oui, alors on accompagne beaucoup d'industriels qui sont fabricants d'équipements, qui ont déjà ces projets dans les cartons depuis fort longtemps. Je pense qu'effectivement, il y a l'aspect concurrentiel qui fait que ça va s'accélérer énormément pour se différencier sur le marché. Après, encore une fois, le jumeau digital, s'il n'est pas interconnecté, s'il est isolé, il a une valeur qui est assez limitée. Donc, moi, je vois de plus en plus, en tout cas, que ce soit des fabricants de robots, que ce soit des fabricants d'équipements industriels qui ont commencé sur un projet d'IoT il y a déjà plusieurs années et qui avancent petit à petit et qui, du coup, voilà, je peux prendre quelques exemples. Des acteurs comme Engie, comme d'autres, ont fait maturer suffisamment leurs données pour avoir aussi cette capacité à produire des équipements. Alors si l'équipement en question, quand je parle d'Engie, c'est un Vestas par exemple, qui depuis très très longtemps, dans l'analyse du comportement des éoliennes, a mis en place un jumeau digital et aujourd'hui en exploitation sur les fermes éoliennes d'Engie. Ouais. Alors, Blaise, parce que vous avez après de venir. Ouais. C'est dans l'intérêt des constructeurs d'être référencés quelque part. En intégrant le modèle de l'équipement dans le jumeau numérique, ils sont identifiés. En fait, ça fonctionne exactement comme une application que vous pourriez avoir sur votre smartphone. Si votre modèle d'équipement est modélisé, on pourra le réutiliser. S'il ne l'est pas, on ne pourra pas l'utiliser à terme. Aujourd'hui, ce n'est pas la norme, demain, ça le sera. Denis. Aujourd'hui, c'est un enjeu business pour les équipementiers industriels et les équipementiers tout court d'ailleurs. Si vous lisez un peu la presse, vous verrez qu'on a annoncé un certain nombre de partenariats et de grands équipementiers industriels chez Siemens pour les aider à mettre en place ce jumeau numérique. Parce qu'ils mettent en place du service. Alors je vais vous citer un exemple très français. Je ne vais pas citer le nom du client, mais vous l'aurez peut-être deviné parce qu'il ne m'en a pas donné l'autorisation, mais c'est un grand fabricant français d'équipements de chauffage et de climatisation. Qui aujourd'hui propose des services justement pour accompagner la mise en œuvre de vos équipements, de vos systèmes de chauffage et d'accompagner avec vous, par des services directement connectés, l'optimisation de votre énergie. Donc c'est même pas un choix, c'est un business, c'est un nouveau business qui va accompagner les équipementiers. Et aujourd'hui, un équipementier honnêtement qui ne vous propose pas des services d'optimisation et d'amélioration de son business, dans quelques années, il ne sera plus dans le business. Bien, un grand merci à tous les quatre d'être venus jusqu'à nous et nous acculturer sur le sujet. Je vous demandais quand même de les applaudir puisque c'est vrai que ça nous a bien éclairés. Si des fois vous le souhaitez, ils sont bien sûr à votre disposition pour continuer les échanges de manière un peu plus informelle. Merci également à vous pour votre présence. Bonne continuation sur le salon et à plus tard.